Bon, ce soir, dans la première partie, peut-on faire confiance à l'invisible? Beaucoup de gens, dans leur développement personnel, en arrivent à se poser la question, l'invisible existe-t-il? Une fois qu'ils ont résolu cette perception-là et qu'ils ont accepté dans un sens que, effectivement, il y a une vie parallèle ou une vie sur d'autres plans, ils en viennent à se poser la question, l'information qu'on reçoit de l'invisible, les communications qu'on peut capter de l'invisible, est-ce qu'ils sont valables dans nos prises de décision, dans l'organisation de notre quotidien? Et évidemment, cette question est souvent liée à notre propre expérience, tantôt positive, tantôt négative. Ce soir, nous recevons Bernard de Montréal pour nous parler de cette crédibilité potentielle qu'on peut avoir dans l'invisible. Donc, nous recevons Bernard de Montréal. On se met en forme quand on va en Europe. Hein? Bernard, ce soir, le sujet, c'est « Peut-on faire confiance à l'invisible? » Non. La direction est donnée. Pourtant, l'invisible existe. La relation de l'individu ici sur le plan matériel, elle est intimement liée à l'invisible. Comment peut-on ne pas faire confiance à quelque chose qui existe? Le problème, quand vous me posez la question, pas faire confiance à l'invisible, ça ne veut pas dire que l'invisible n'existe pas. Ah oui, c'est vrai. Bon. Pas faire confiance à l'invisible, ça veut dire que les plans invisibles qui font partie de la conscience humaine, le plan mental, le plan astral, sont des plans d'énergie, ce sont des plans d'intelligence, où des intelligences actives cohabitent avec l'homme sur ces plans-là. Puis, l'homme est un être multidimensionnel. L'homme, c'est un être qui est dans une enveloppe matérielle, mais dont les dimensions psychiques font partie de l'invisible. Et ces plans-là sont habités par des intelligences qui ont différentes fonctions selon le niveau d'évolution de l'homme ou de l'être humain. Mais quand on parle de confiance à l'invisible, on parle de quoi? On parle de l'évolution de l'homme par rapport à l'invisible pour que l'homme en arrive éventuellement à pouvoir intégrer l'invisible. C'est-à-dire, en arrive à ne plus être assujetti à l'invisible. Si l'homme fait confiance à l'invisible, l'homme devient totalement démuni psychologiquement parce que le but de l'évolution de l'homme sur la Terre, éventuellement, c'est l'intégration de sa matière avec ses plans subtils. Les plans subtils font partie de l'invisible. Si l'homme fait confiance à l'invisible, il n'intègre pas l'énergie de ces plans-là. Il les subit. Et c'est pour ça que l'homme ne peut pas faire confiance à l'invisible. Alors, quand vous posez la question, est-ce qu'on peut faire confiance à l'invisible? On ne doit pas sous-entendre dans la question que l'invisible n'existe pas. Ouais. Mais on doit entendre dans la question que l'homme ne doit pas faire confiance à l'invisible, que l'homme doit l'intégrer, que l'homme doit en arriver à en voir le jeu pour en arriver lui-même à être suffisamment dans son intelligence, qui est effectivement un processus d'intégration, pour que l'homme en arrive éventuellement à être libre. Bon, il y a un travail énorme qui se fait chez l'individu pour établir que l'invisible a une réalité. Pour certaines personnes, cette réalité est un acte de foi, mais pour d'autres, c'est vraiment un travail là de voir l'application concrète du jeu ou des manigances de l'invisible sur le plan matériel. Le seul fait de reconnaître que l'invisible existe, ça ne présuppose pas, en tout cas du moins pour certains êtres qui sont en voie de conscientisation, ça ne supposerait pas nécessairement que le fait que ce soit une réalité, il y a une certaine confiance à donner du fait qu'on y reconnaît une certaine intelligence à cet invisible-là. Que ce soit astral ou que ce soit d'ordre mental, on voit définitivement des démonstrations d'intelligence. Est-ce que l'individu, dans son comportement, ne devrait pas avoir une attitude de participation vis-à-vis de cet invisible-là?
participer activement. Là, je ne peux pas parler de confiance en termes de croyance, mais on pourrait peut-être parler d'un facteur de participation avec l'invisible dans le processus décisionnel, entre autres. Prendre une décision sur une information subtile, occulte ou... Même si l'homme prend une décision par rapport à une information occulte ou subtile, comme vous dites, la décision qu'il prend, il faut qu'elle soit à la mesure de son intelligence à lui et non pas à la mesure de ce qu'elle contient comme information. Autrement dit, quand on parle de l'invisible, par exemple, il faut situer deux plans. Il y a deux plans très différents dans l'invisible. Il y a le plan astral, qui est le plan de la mort, puis il y a le plan mental, qui est le plan de la lumière de l'homme. Pour que l'homme en arrive à vivre sa conscience mentale au niveau du plan mental, autrement dit, pour que l'homme en arrive à ce que son intelligence ne soit pas stérilisée, il faut qu'il passe à travers l'astral de sa conscience. Dans ce processus-là, ce qui prend un certain nombre d'années, l'homme, s'il fait confiance à l'invisible, il va automatiquement se mettre en initiation parce que, surtout s'il bénéficie d'un contact télépathique, parce que sa nature humaine, au début, va lui donner l'impression que parce qu'il est en communication ou parce qu'il reçoit de l'information, que cette information, elle est toujours précise. Et elle n'est pas précise toujours parce que si elle l'était, l'homme aurait un pouvoir de voyance sur la Terre absolue. Donc, tout le monde sait que la communication intuitive ou que la communication télépathique avec les plans n'est jamais une communication qui offre de l'information absolument juste. Une fois que l'homme réalise ceci, à ce moment-là, il se met en garde, il apprend à se mettre en garde. Et c'est là qu'il devient intelligent. Devenir intelligent, c'est voir à travers le jeu de l'esprit. Quand je parle de l'esprit, je parle autant du double que je peux parler des entités. Alors, une fois que l'homme voit ça, là, il devient intelligent. Là, il rentre dans son intelligence, dans son énergie, dans sa lumière. Et là, il voit clair. Et à ce moment-là, le temps, le processus d'intégration a fait en sorte qu'il n'a même plus besoin de se référer par télépathie à l'invisible. Ce qu'il voit, ce qu'il parle ou ce qu'il met en action est parfaitement coordonné. Et à ce moment-là, il vit une fusion, il vit une conscience unifiée à cette énergie-là. Et c'est ce qui lui donne accès à une conscience supramentale. La partie de l'individu qui est lucide dans l'action, ce n'est pas la partie qui est invisible dans l'être? La partie de l'homme qui est lucide dans l'action, c'est la partie de son intelligence qui est intégrée à cette énergie-là qui vient du plan mental. Donc, il y a vraiment une invisibilité et une matérialité qui doivent se connecter. Là. Il y a une invisibilité, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence mentale qui est pas occulte. Objective, qui est occulte. Qui est occulte. Mais qui fait partie de la conscience de l'homme. La conscience de l'homme, elle est occulte. L'homme ne la vit pas occultement parce que son niveau de conscience est trop bas. Mais si le niveau de conscience de l'homme était plus élevé, si le taux vibratoire de son mental était plus élevé, son intelligence serait occulte dans ce sens que l'homme aurait accès facilement à des données qui sont suprarationnelles. Mais des données suprarationnelles qu'il pourrait facilement intégrer au monde rationnel dans lequel on vit. Donc, ça lui donnerait une voyance. Ça lui donnerait accès à des facultés qui ne sont pas pensables ou qui ne sont pas rationalisables, mais qui sont en soi très, très intelligentes. Ils ne sont pas nécessairement logiques dans le sens que nous le pensons, mais sont très ordonnés dans un autre sens. Mais pour que l'homme en arrive à bénéficier de ce coefficient d'intelligence-là, il faut qu'il s'habitue au niveau de son émotivité à ne pas croire dans l'invisible. C'est le corps émotionnel qui nous fait croire dans l'invisible. Parce que quand un être est inconscient et qu'il commence à prendre conscience ou qu'il commence à entendre la voix intérieure ou qu'il commence à communiquer avec la voix intérieure,
c'est un saut en hauteur pour l'homme. C'est une découverte d'une autre dimension psychique de son être. Donc, pour lui, c'est très révélateur de quelque chose d'extraordinaire. Mais par contre, il doit réaliser qu'il y a un temps, un certain nombre d'années qui doivent s'exécuter avant qu'il puisse réellement intégrer ça. Parce que le contact avec l'invisible, le contact avec les plans astraux, c'est fait depuis des millénaires avec l'homme. Les médiums le vivent, les gens le vivent dans leur vie de tous les jours, plus ou moins consciemment. Mais les hommes se sont toujours fait jouer parce que les hommes ont cru. On peut pas croire à l'invisible. On doit l'intégrer, le mater complètement pour qu'il devienne réellement un avec notre propre esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, notre propre esprit? Notre propre esprit, ça veut dire notre âme, mais dénuée de mémoire. Notre âme dénuée de la mémoire de l'expérience. Le centre même de l'âme. L'essence même de l'âme connectée avec son esprit qui lui donne cette unicité-là ou cette fusion-là. Si l'homme croit à l'invisible, automatiquement, il va se faire astraliser parce que ça fait partie des lois astrales de l'évolution, ça fait partie des lois du mensonge cosmique de l'évolution, ça fait partie de l'ignorance de l'âme, ça fait partie... Si l'homme avait... Les hommes, puisque les hommes ont communiqué avec l'invisible depuis des millénaires, il y a des races aujourd'hui qui font partie, qui vivent ce contact avec l'invisible en Afrique, en Amérique du Sud, ainsi de suite. Si les hommes avaient eu contact avec l'invisible et que le contact avec l'invisible aurait été pour eux réellement une source intégrale d'information, l'humanité aujourd'hui serait très, très avancée. On serait pas au 20e siècle tel que l'on est. On serait des êtres très, très avancés. Donc, le fait que l'homme aujourd'hui soit très avancé sur le plan matériel, sur le plan logique, sur le plan de la science, sur le plan de la réflexion, mais qu'il soit si peu avancé sur le plan de la conscience intérieure ou de la compréhension ou de la connaissance de soi, nous indique de façon très précise que l'invisible ne peut pas être pour l'homme un support absolu. Tant que l'homme n'a pas créé en lui-même une conscience absolue de ce support-là. Et pour que l'homme crée ou se crée une conscience absolue par rapport à cette source ou ces sources d'information-là, il faut qu'il reconnaisse que la croyance dans l'information qui vient des plans parallèles fait toujours partie de son évolution d'âme ou fait partie de la structuration psychique de sa conscience en évolution. Ce qu'on appelle le contact entre l'esprit et l'âme. Est-ce que c'est les plans invisibles qui établissent les règles du jeu? Ou c'est nous autres aussi qui établissent? Non, ce sont les plans invisibles qui établissent les règles du jeu au début parce qu'on ne les connaît pas, les règles du jeu. Mais au cours de l'évolution de la conscience de l'homme, au cours de l'évolution au cours de l'initiation solaire de l'homme en arrive à les connaître, les règles du jeu. Et une fois que l'homme connaît les règles du jeu, qu'il les connaît bien, il ne peut plus croire à l'invisible. Il peut communiquer avec, mais il n'est plus assujetti à l'invisible. L'invisible magnétise le mental humain. L'invisible magnétise le mental humain à un tel point que l'homme, à cause de l'ignorance des lois occultes de la conscience, ou de l'ego, ou de l'esprit, ou de l'âme, n'est pas capable de voir les conséquences de sa croyance avec l'invisible. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vivent des expériences de toutes les sortes par rapport à l'invisible. La pensée humaine, notre pensée, quand vous pensez, là, vous le réalisez dans votre expérience, jusqu'à quel point votre pensée n'est pas nette, claire, précise, lucide. Un homme qui a une pensée lucide ou qui a une conscience lucide a une conscience lucide. Ça se discute pas, une conscience lucide. Mais une conscience qui n'est pas lucide, ça se discute. Donc, l'homme qui vit sa conscience par rapport à l'invisible et qui ne comprend pas les lois occultes de l'invisible, éventuellement, s'empêche de pouvoir intégrer cette énergie-là, d'en arriver à la lucidité, et il peut être ballotté dans une direction ou dans une autre. Et c'est ça qui fait que l'expérience occulte ou l'accès à des sciences marginales, qui, dans un sens, c'est très bien, c'est très bon, c'est nécessaire, c'est fondamental, demande, chez l'être humain, une très grande vigilance.
La façon que vous parlez, on semble parler d'un aboutissement à une rencontre avec l'intelligence plutôt qu'à une relation de dominant-dominé ou... Au début, c'est dominant-dominé, puis éventuellement, ça devient une rencontre. Ça devient une égalité. Quand l'homme prend conscience de l'invisible au début, quand l'homme est inconscient, là, puis il commence à prendre conscience de l'invisible, la relation est verticale. C'est l'invisible qui domine. Et plus l'homme est évolué, plus l'homme vit une relation étroite avec les plans, plus la domination est profonde et puissante. Et avec les années, avec l'évolution, cette verticalité-là s'horizontalise. De sorte qu'éventuellement, un homme qui a une conscience réellement en fusion, qui a une conscience intégrale, est absolument égalitaire avec l'invisible. L'invisible ne peut pas lui faire quoi que ce soit que lui ne veut pas, que lui ne voit pas. Alors, dans le processus du mouvement de la verticale vers l'horizontale, c'est là que se situe l'initiation solaire. C'est là que se situe le développement de la conscience humaine, le développement de la conscience supramentale de l'homme, le développement de la fusion, le développement de l'intelligence, l'accès à la lucidité. Quand ça se produit vers l'horizontale. Quand c'est horizontalisé. Tant que l'homme est dominé à un niveau ou un autre par l'invisible, il n'est pas dans sa conscience intégrale. Il est en voie d'évolution, il peut être très sensible, il peut avoir une grande conscience spirituelle, mais il est sujet à des expériences, il est sujet à des souffrances quelconques sur le plan psychologique. Est-ce que dans l'étape où il est en relation verticale avec les forces, est-ce que c'est là qu'il donne confiance à l'invisible? Oui, c'est quand sa relation avec les forces est sur un plan de verticalité. Et plus le temps change, plus il se conscientise, plus il développe du discernement, plus il voit la game, plus il voit le jeu, à ce moment-là, il passe de la verticalité à l'horizontalité. Puis quand il est très fusionné, très conscient, quand il est très lucide, à ce moment-là, là, il bénéficie réellement du contact télépathique, probablement avec l'invisible. Là, il peut l'utiliser. Mais c'est long. Ça se fait pas d'un jour à l'autre parce que l'homme est quand même un être... L'homme est quand même un être dans une enveloppe matérielle. L'homme n'est pas en dehors de son corps. L'homme ne sort pas de son corps. L'homme n'a pas accès visuellement ou astralement ou éthériquement au monde de l'invisible. Donc, étant prisonnier de son enveloppe, il veut s'en sortir, il veut prendre conscience, il veut connaître la mécanique de la vie qui se cache derrière la matière. Et au début, quand il prend conscience de ceci, il a l'impression que, hop, il a la réponse. Mais dans le fond, il commence simplement à mettre le doigt sur la réponse. Puis c'est avec le temps, l'évolution, la conscientisation, l'intégration de son énergie, le développement de la lucidité, que effectivement, éventuellement, il aura la réponse. Il sera la réponse. Il sera libre. C'est là qu'un être humain est libre. Un être humain n'est pas libre quand il est en contact avec l'invisible puis qu'il agit en fonction de ce que l'invisible lui offre comme information. Parce qu'il y a des entités dans l'invisible qui vont offrir facilement de l'information à l'homme et rendre l'homme médiumnique, par exemple. Ça fait partie de son karma, ça fait partie de son expérience, mais ça ne fait pas partie de sa conscience. La conscience n'a rien à voir avec la médiumnité. La conscience a à voir avec la réunion d'un principe universel avec un principe matériel en passant par la connexion avec le principe animique ou l'âme de l'homme. Mais pour en arriver à ça, il faut que l'homme cesse ou apprenne à se protéger constamment contre le mouvement de flux et de reflux qui s'exerce en lui, qui fait partie de sa pensée. La pensée de l'homme est encore très, très subjective. La pensée de l'homme s'exerce beaucoup au niveau de la personnalité. Quand l'homme passera de la verticalité à l'horizontalité, sa pensée ne sera plus subjective, elle ne sera plus réflexive. Sa pensée sera totalement de la communication avec le plan mental. C'est pour ça que je dis souvent, il viendra le temps où l'homme ne pensera plus, il communiquera avec. Au lieu que ce soit de la réflexion, ce sera de la communication. Mais pour que l'homme en arrive à vivre de la communication intérieure, au lieu de vivre de la pensée réfléchie, il faut qu'il nettoie, qu'il clean constamment son rapport avec l'invisible, et c'est ça la conscience. C'est ça le développement du discernement. C'est ça l'éventuel mise en action de sa lucidité, actualisation de sa lucidité. À ce moment-là, mais là, il est libre. Là, il ne peut plus se faire jouer de tour. Là, à ce moment-là, ce qu'on appelle sa voyance, c'est-à-dire
intelligence dirigée, parce que de la voyance, ça devient, à ce niveau-là, de l'intelligence dirigée. À ce moment-là, c'est intéressant que de vivre d'une intelligence dirigée, parce que tu vis ta vie, tu vois ta vie, tu peux voir des années d'avance, tu peux comprendre des choses avec une simplicité très grande, mais aussi avec une perception extraordinaire. Mais pour que ceci se fasse, pour que le corps astral, toutes les énergies qui font partie de la mémoire de l'âme se nettoient. Et ça, c'est long. Bon, on parlait, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est la relation verticale, là, parce que on est plus proche de ça, nous autres, que de l'horizontalité. Dans l'étape de la relation verticale, où l'individu prend conscience de l'invisible, si l'ego était libéré du rendement ou du résultat qu'il recherche dans la vie, de se libérer de la survie ou d'avoir un certain pouvoir financier ou un pouvoir sur le plan affectif. Si l'ego était libéré du rendement et du résultat, est-ce que sa relation avec l'intelligence invisible, j'ai exclu les entités et l'astral, est-ce que sa relation avec l'invisible se passerait plus rapidement à l'horizontale? Est-ce qu'il y aurait plus facilement une communication? Si l'objectif de l'ego n'était pas le résultat. Il serait mis en situation d'une autre façon. Tant que l'homme est dans la matière, l'invisible peut toujours travailler à la structuration de sa relation avec lui. Donc, peut-être que l'homme se replie sur le plan de la maladie, mais tant que l'homme est dans la matière, déjà ses facultés sont limitées. C'est parce que ses facultés sont limitées qu'il est dans un sens... presque un cobaye. L'être humain sur la Terre, c'est presque un cobaye. C'est pour ça que j'ai toujours dit, la conscience de l'homme sur la Terre, c'est une conscience expérimentale. L'homme n'a pas de conscience créative. Il pense qu'il y a une conscience créative, mais il n'y a pas de conscience créative. Il y a une conscience expérimentale. Mais dominé par des forces intelligentes, on devrait normalement se laisser aller à l'intérieur de ce mouvement-là. C'est intelligent, on le dit. Pour nous, le concept de l'intelligence des forces, c'est un concept humain. D'ailleurs, on s'en aperçoit au cours de l'évolution, puis au cours de la fusion. Ce qu'on considère intelligent, nous autres, par rapport aux forces occultes qui font partie de notre conscience, c'est la mesure dans laquelle ces forces-là sont capables de travailler par rapport à nous sur le plan matériel en fonction de nos besoins, ou souvent de nos désirs. Puis ça marche pas de même. Parce qu'une fois que les forces donnent à l'homme accès à une certaine vibration par rayonnement, ces forces-là ne peuvent plus retirer à l'homme ce qu'elles ont donné. Et les forces occultes de la conscience mentale de l'homme, ce sont des forces qui, dans leur rapport avec l'homme, exercent une relation absolue, de sorte que l'homme, éventuellement, en arrive à avoir une conscience de plus en plus absolue. Et pour que l'homme puisse avoir une conscience ou bénéficier sur la Terre d'une conscience absolue, il faut qu'il soit réellement désastralisé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait une conscience réelle. S'il n'y a pas de conscience réelle et qu'il est donné à cause de son rapport absolu avec des forces qui lui donnent par rendement de l'information absolue, l'homme deviendrait un être absolument dangereux sur la planète parce que il utiliserait sa voyance pour son bénéfice personnel, pour l'atteinte du pouvoir, pour le développement du pouvoir. Il utiliserait la télépathie pour le contrôle des hommes, et ainsi de suite. Donc, l'homme astraliserait ceci, et c'est ça qu'on appelle la magie noire. Donc, l'homme ne peut pas travailler avec les forces du mental supérieur et sans que les aspects de sa conscience inférieure soient transmutés pour que, effectivement, justement, il n'utilise pas ces forces-là de façon inconsciente, involutive, comme nous les avons utilisées pendant l'évolution. C'est dans ce sens-là que un homme qui s'amuserait, par exemple, à venir en contact par des rituels avec des entités sur le plan astral pourrait être donné des facultés, mais ces facultés-là étant infusé dans une conscience involutive, deviendrait pour l'être humain et d'autres autour de lui une source d'expérience involutive. On pense à Hitler et les sciences occultes. Pensez à Hitler avec les sciences occultes. Pensez à Noriega avec les sciences occultes. Pensez à toutes sortes de gens qui sont dans les sciences occultes. Pensez à... comment est-ce qu'il s'appelle? Husserl? Un chanteur aux États-Unis là, qui va tous les mois dans des réunions de magie à New Jersey. Donc, dans l'évolution de la conscience pure, de la conscience intégrale, de la conscience supramentale, l'homme sera enlevé les mécanismes qui pourraient
réfléchir cette énergie-là. Et tant que l'homme peut réfléchir cette énergie-là, qui peut être très forte, qui peut être très grande, très créative, à ce moment-là, à partir du plan mental, cette énergie-là est contrôlée. Donc, dans un premier temps, vous semblez dire que le double ou l'invisible vise, en tout cas la partie qui veut faire évoluer l'individu, là, pas la partie astrale, cherche à établir une relation où l'individu ne peut plus penser. Pas nécessairement. Quand on parle de plus penser, il n'y a pas grand monde sur la planète qui pense pas. Puis c'est pas nécessaire que l'homme ne pense pas. Mais ce qui est nécessaire, c'est que l'homme pense intelligemment. Donc le double ou l'esprit ou l'ajusteur de pensée s'occupe dans son évolution, dépendant de l'évolution de l'âme, et ainsi de suite, dépendant de l'âme avec laquelle il travaille, il s'occupe d'amener cette âme-là ou l'ego à véhiculer ou à vivre d'une pensée créatrice. Qu'est-ce que c'est une pensée créatrice? C'est une pensée qui est de moins en moins réfléchie au niveau de la mémoire de l'âme. Elle est réfléchie, elle peut être réfléchie par rapport à la lumière de l'âme, mais elle n'est pas réfléchie par rapport à la mémoire de l'âme. Et l'homme, quand il vit de la réflexion, il vit toujours de la réflexion par rapport à son mémoriel. Et c'est ça que l'ajusteur de pensée ou le double transmute lentement au cours de l'année, au cours des années d'évolution. Il vient un point où l'homme pense, d'accord, il pense, mais il sait d'où vient la pensée. Il en connaît les mécanismes, il en connaît les illusions, et il en bénéficie créativement. Pour ne plus penser, il faut vivre une fusion réellement très avancée, totalement intégrale, vivre un passage intégral de la personnalité à la personne. Et c'est pas nécessaire que l'homme vive ça. Parce qu'il y a un but pour ça, un but. Mais l'homme n'a pas besoin d'être un canal à ce point-là. L'homme, par contre, a besoin de canaliser son énergie mentale d'une façon suffisamment intelligente pour qu'il puisse en bénéficier dans sa vie de tous les jours. Et ça demande la déastralisation de sa conscience. Ça demande un ajustement de son corps émotionnel qui joue beaucoup sur le plan mental. Ça demande un ajustement de sa mémoire. C'est pour ça que les gens qui évoluent ou qui vivent un processus évolutif s'aperçoivent avec le temps qu'ils n'utilisent plus leur mémoire comme ils l'utilisaient avant, pendant leur phase inconsciente. Parce qu'il y a beaucoup du matériel mémoriel qui est retenu par la source pour que l'homme puisse vivre de plus en plus d'une conscience instantanée, créative. Une fois que l'homme sera très, très conscient, très avancé en conscience ou en fusion, ainsi de suite, de la mémoire, il n'y en aura presque plus. Mais par contre, il y en aura beaucoup. Elle viendra instantanément. Mais pour ça, il faut que l'ego soit réellement transmuté. Et l'homme, comme je vous disais, n'a pas besoin de vivre parce que ce sont de grandes souffrances. Donc l'homme n'a pas besoin de vivre ça. Mais l'homme qui évolue doit vivre un peu de cette transformation de son corps mental et de son corps émotionnel pour élever le taux vibratoire de sa conscience mentale pour qu'il puisse vibrer cette énergie-là, la réfléchir de moins en moins, puis finalement la sentir de plus en plus, puis en percevoir la source et l'origine. Comment un individu peut devenir intelligent sans souffrir? La façon dont vous parlez... Je vois pas. Moi non plus. Non. Mais la question... Je vois pas parce que quand on dit devenir intelligent dans le sens de la conscience créatrice, ça implique renaître, ça implique revenir à un état de conscience qui défie les lois de l'évolution, qui défie les lois de la culture, qui défie les lois de la civilisation sur le plan philosophique, sur le plan psychologique, sur le plan psychique, ainsi de suite. Un homme conscient est obligé, de par la nature même de sa conscience, de remettre tout en question. Il remet tout en question. Parce qu'un homme conscient, vous ne pouvez pas lui imposer quelque chose de l'extérieur. Tout vient de son intérieur à lui. Donc, automatiquement, pour qu'il puisse remettre en question, pour lui-même, remarquez bien, quand je dis remettre en question, c'est pour lui-même, pas pour les autres. Les autres ont une révolution à faire. Mais pour lui-même, il remet tout en question. Pourquoi? Parce que le taux vibratoire de sa conscience est plus élevé et automatiquement, ça lui donne la lumière suffisante pour voir à travers les formes qui ont été nécessaires pendant l'évolution, mais qui pour lui ne le sont plus maintenant, qui passent à l'évolution.
À partir du moment où l'homme passe de l'évolution psychologique à l'évolution psychique, il ne peut pas vivre une conscience personnelle de la même façon. Et c'est ça qui crée une souffrance, parce qu'il est seul. L'homme sera toujours seul dans son évolution. Il peut y avoir des gens qui parlent, il peut y avoir des gens qui lui donnent des conseils, il peut y avoir des gens qui donnent de l'information, il peut y avoir des êtres qui ont une certaine connaissance. Mais c'est l'homme lui-même qui sera obligé de vivre cette transformation. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de groupe, c'est seul. Et ça demande une certaine force intérieure parce que il est toujours confronté à sa mémoire. Si l'homme n'avait pas la mémoire ou si la mémoire lui était enlevée, que l'être souffre moins, appelle sa mémoire petit peu par petit peu? Ou si on n'aurait pas un moyen, là, disons, technique de placer un individu devant ses mémoires, là, il décrire ses mémoires, faire un scanner là, quelconque là, pour aller chercher toute la mémoire. Là. L'évolution de la conscience humaine, c'est toujours par rapport à l'âme individuelle. Alors, quand un homme est arrivé, qu'il appartienne à qu'il vienne de n'importe quelle région du globe, quand un homme a une âme qui est prête à vivre le contact subtil avec les plans, il le vit. Si cet homme-là doit vivre une fusion instantanée, il va le vivre. S'il doit vivre une fusion à long terme, il va le vivre. Ça dépend. C'est une affaire d'âme, ça. Okay, c'est en relation avec sa contenance. C'est en relation avec sa contenance, effectivement. Puis, c'est pas toutes les âmes qui ont la capacité de prendre ces chocs-là. Donc, les âmes sont beaucoup plus fragiles qu'on pense. La preuve, c'est que l'ego est beaucoup plus délicat qu'on s'imagine. Donc, il ne faut pas en demander trop à l'homme. Donc, c'est sa source qui sait comment ou quoi faire avec lui. Combien lui donner de chocs, de réalisation. Ça ne peut pas venir de l'extérieur, ça. Donc, à ce moment-là, un homme qui vit une certaine conscience par rapport à sa source, à son intérieur, il la vit en fonction de ce qu'il peut vivre. Plus que ça, il ne pourra pas le prendre. Donc, chaque homme a sa mesure. OK. Bon, maintenant, si chaque homme a sa mesure, est-ce que c'est l'homme qui décide de sa capacité de souffrir? Non, c'est pas l'homme. C'est pas lui. Non, la seule chose que l'homme a, c'est que l'homme est la mesure de son ignorance. L'homme est la mesure de son ignorance, c'est cette mesure d'ignorance-là qui détermine sa capacité de souffrir. OK. Mais là... Et son ignorance est liée au niveau d'évolution de son âme. Il élimine l'ignorance, il élimine la souffrance. Si tu élimines l'ignorance, t'en as plus de problème. Ouais, puis là, quand vous parlez d'ignorance, on ne parle pas de connaissance. Non. Tu peux avoir un doctorat, tu peux être bien ignorant. Ça n'a rien à faire avec ça. Ouais. L'ignorance n'a rien à voir avec la connaissance. La connaissance, il y a des hommes dans le monde qui sont très simples. Tu peux avoir des fermiers qui ont beaucoup de conscience, donc beaucoup de connaissances, que des types qui ont des doctorats n'auront pas avant 4 vies. Fait que, oublie ça. Ça, c'est totalement séparé. La conscience intérieure, c'est la conscience intérieure. La conscience intellectuelle, c'est une autre conscience. Elle a sa fonction, c'est nécessaire. L'intellect, ça fait partie du mental inférieur. C'est nécessaire. C'est ça qui nous permet de comprendre le monde. Étudier le monde, étudier la matière, pour nous donner un certain niveau d'abondance. Puis, l'intelligence créatrice, ça fait partie d'un autre plan de la conscience mentale de l'homme. Et l'homme s'en va inéluctablement vers ça. Mais dans la mesure où l'homme s'en va vers cette conscience supérieure, cette conscience créatrice, il va être obligé de mettre un petit peu de côté la conscience réflexive qui se sert de la logique, puis de la raison, puis de tout le tralala psychologique de l'ego. Puis là, il va naturellement vivre la souffrance. Le mot ignorance, pour bien des gens, ça reflète manque d'instruction, ça reflète manque d'éducation. On l'a éliminé. Mm-hmm. Mais si on parle d'intelligence, comment on a accès à l'école ou à l'information de l'intelligence? Comment un individu peut vouloir être intelligent ou être conscient pour éliminer la fameuse ignorance dont vous parlez? Il y a des hommes dans le monde, il y a beaucoup de monde, surtout aujourd'hui, il y a beaucoup d'êtres qui s'acheminent par toutes sortes de moyens vers une certaine connaissance intérieure. Il y a des gens qui font du yoga, il y a des gens qui font du ski, il y a des gens qui font toutes sortes d'affaires. Il y a des techniques. Il y a des gens qui font des techniques. Bon, alors, il y a toutes sortes de choses. Il y a des gens qui vont à l'église. Il y a toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes de moyens pour l'homme. Et ces moyens-là sont valables dans la relativité temporelle de l'évolution de l'ego.
Mais il vient un point où il viendra un point dans l'évolution de l'homme où le seul moyen qu'il aura à s'amener vers sa conscience, ça sera la connexion avec sa conscience. Donc, avec le double. Fait que, comme je dis souvent, toutes les routes mènent à Rome. On dit toujours ça. Toutes les routes mènent à Rome. Alors, effectivement, toutes les routes mènent à Rome. Mais rendu à Rome, vous allez découvrir qu'il y a un petit chemin que vous ne saviez pas. Puis là, tu es tout seul, c'est ça. Fait que tu fasses du yoga, que tu manges du raisin, que tu tiennes par les cheveux accrochés au mur, que tu fasses de la méditation, que tu sois végétarien, tu manges avec des oranges, whatever. Tu allais aux Indes, tu reviennes. Ça fait partie des voies qui mènent à Rome. Quand tu vas être rendu à Rome, tu vas voir qu'il y a un petit sentier qui n'est pas gros. Puis tu vas le découvrir, parce que c'est ton petit sentier à toi, puis tu es tout seul, là. Ça, c'est la voie intérieure. C'est là que la connexion... C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Quand tu arrives à Rome, ça commence. Mais le monde pense que quand tu arrives à Rome, c'est fait. Ouais. Mais non. Quand tu arrives à Rome, ça commence. Parce que c'est quand même pas mal de millages se rendre C'est à un Rome. grand millage, oui, effectivement. Ouais. Puis là, vous dites que ça commence à Rome. Bon, quand vous dites que ça commence à Rome et que la communication commence là, à se faire, après ça, est-ce qu'on peut parler d'horizontalité ou est-ce qu'on est encore dans le processus vertical? Au début, non. Au début, C'est parce que je veux savoir est-ce qu'on peut se rendre à un moment donné. L'horizontalité, rendu à Rome dans le petit chemin, là, c'est là que l'homme commence à réaliser réellement nettement la verticalité. Puis plus il avance dans le petit chemin, mais plus il s'en va vers l'horizontalité. Ah, OK. Puis quand il est complètement dans l'horizontalité, il n'y en a plus de chemin. Ça, c'est bon. On aboutit à quoi à ce moment-là? T'aboutis à rien. T'aboutis à rien, t'es bien. Le bout du bout, c'est le vide. Le bout du bout, c'est le vide. Ouais. Parce que tant qu'on veut aboutir à quelque chose, parce qu'on a quelque chose à découvrir. Fait que quand t'as fini de découvrir, ben à ce moment-là, t'aboutis plus à rien. Il n'y a plus rien. Mais ça se peut-tu qu'en cours de route, on ait des slides du vide? Tu sais, qu'on on voit le vide d'avance, tu sais, qu'on sente qu'on est dans le vide en quelque part, mais qu'on n'a pas fini. C'est quoi la différence entre ces deux vides-là? Vous Là? pouvez sentir le vide, mais vous basculez dedans. Vous allez basculer dedans. Vous allez être inconfortable dedans. Vous allez être insécure dedans. Puis un jour, vous allez être bien dedans. OK. Fait que le jour qu'on est bien dedans, c'est le jour où on est rendu à Rome et qu'on est au bout du petit chemin. Là. Ouais. OK. Tandis que l'autre vide qu'on rencontre, c'est quoi ça? C'est le processus. C'est le processus. Ouais. C'est l'initiation solaire. C'est les pancartes qui nous disent Rome tant de kilomètres. Là. Excusez mon impatience. Vous ne travaillez pas pour Michelin, là? Pas en tout. Mais c'est que souvent, le phénomène, on a l'impression en tout cas que de donner confiance à l'invisible, ça va nous faire aller plus vite sur le chemin. C'est vraiment ça qu'on a comme impression. On se dit, si j'apprends beaucoup de l'invisible, si je m'informe beaucoup de l'invisible et par l'invisible, on a l'impression que ça va aller plus vite. Mais la façon que vous parlez, c'est une illusion. Et puis, là, la question qui me vient à l'idée, c'est pourquoi les gens ont besoin de faire tant de prise de conscience de l'invisible? C'est pourquoi? C'est pour ça donner quelle sécurité? Ça sert à quoi d'aller chercher une instruction ou une information sur l'invisible? Parce que l'invisible, c'est la source du savoir pour l'homme. Par contre, bon, l'invisible, c'est comme une salade. T'as des tomates, t'as des carottes, bon, c'est ça l'affaire, t'as des pissenlits. Mais il faut que tu fasses une salade. Fait que la carotte, elle existe, mais la salade, elle n'existe pas encore. Alors, il faut que l'homme se crée sa salade. Alors, créer sa salade, autrement dit, en arriver à avoir un grand discernement concernant les lois de la vie, la mort, ainsi de suite, whatever, ça prend du temps. Ça prend du temps à faire une salade. Tu peux pas faire une salade tout seul. Là, vous me dites, bon, ben, il y a des carottes, il y a de la salade, il y a des pissenlits. La salade n'est pas faite. Vous autres, vous pensez que parce que vous êtes en contact avec l'invisible, que vous avez accès à la carotte ou à la pissenlit, que vous êtes conscient. La salade n'est pas faite. Il faut en faire la salade. Puis ça prend un certain temps de faire une salade. Moi, je ne connais pas personne qui est capable de faire des salades instantanément. Il faut que tu travailles la salade. Mets un petit peu d'huile. Fait que là, c'est ce que l'homme va découvrir, c'est ce que l'homme va réaliser. Regardez Rachnesh. Quand il est retourné aux Indes, il a dit à son ashram qu'il pensait que le nirvana, c'était le summum de la conscience, puis là, il réalise que c'est le début. Bon, au moins, il était assez intelligent pour le dire.
Mais c'est le premier maître spirituel hindou qui ose dire en public que le nirvana, c'est le début de l'affaire. Pendant que tout le monde, pendant des années puis des siècles, on dit à l'homme que le nirvana, c'est la fin. C'est pas la fin, c'est Rome. Il y a un petit chemin, là. Mais quand on commence à avoir des balbutiements d'informations de l'invisible, on peut-tu penser un petit peu dans une certaine horizontalité? C'est une certaine conscience. Ouais. Mais avec le temps, vous allez réaliser que quand vous allez être horizontal, vous allez le savoir. Ça, c'est vous autres seuls que vous allez le savoir. Mais tant qu'il va y avoir un petit angle, vous allez le savoir aussi. Vous allez glisser. Le petit angle, c'est-tu le doute? Un petit angle, c'est le doute. Ouais. Ouais. Fait qu'à vertical, ça doit pas être drôle. Ouais. Ça descend bien à pic. Bon, l'information que l'individu peut avoir accès en parlant avec... Quand Kardec, au 19e siècle, quand il disait « c'est impossible à l'être humain d'avoir de la vérité à partir du monde des esprits », il avait entièrement raison. Puis ça, il parlait du plan astral. Ouais. Bon. Il avait entièrement raison. Mais les gens ne réalisent pas ce que ça veut dire. Gerd Steiner, quand il a fait ses études occultes sur les plans, il s'est retiré. Il a attendu 30 ans avant de revenir ses plans en astral. Donc, faut comprendre une chose, que l'univers invisible est divisé en deux plans. Il y a le plan astral, le plan de la mort, jusqu'où on va nous autres quand on sort. Bon, le plan de la mort, ça c'est des âmes. Ces âmes-là sont régies par des lois, aussi rigides que nous autres, on est régis par les lois de la gravité. Ils ne peuvent pas en sortir. Et les lois de ce monde-là, c'est la domination de l'homme. Parce qu'ils ont le pouvoir, ils vivent à travers l'homme. Alors, comme ils vivent à travers l'homme, ils ne sont pas intéressés à ce que l'homme en sache trop. Donc, c'est évident que, quelle que soit l'information qui vient du plan astral, ça va toujours être pour attirer la mouche avec du miel. Tout le temps. Ils l'ont fait avec Hitler. Hitler envoyait ses astrologues au Tibet pour recevoir des informations sur l'évolution de la guerre en Allemagne. Ils l'ont fait. Il n'y a pas de guerre pareil. Donc, l'homme ne peut pas se permettre de croire. Puis surtout s'il est en étroite relation avec le plan astral, ça, faut réellement qu'il l'apprenne. Mais au niveau du plan mental, c'est la même chose. Parce que toute forme de communication psychique avec l'être humain sur la Terre, que ce soit du plan astral, que ce soit du plan mental, ça magnétise l'ego. Ça fascine l'ego. Et il faut que l'ego en arrive un jour à ne plus être fascinant parce que ça va bien plus loin. La conscience supramentale, ça va bien plus loin que ce que l'on connaît aujourd'hui. Ça fait partie de l'évolution de l'humanité. Donc, ça va jusqu'au contact éthérique entre l'homme et ces plans-là. Ça va jusqu'au contact éthérique entre l'homme et d'autres civilisations. Ça va jusqu'au contact entre l'homme et des civilisations tellement avancées que leur technologie immatérielle, si elle était matérialisée sur notre planète, transformerait notre planète instantanément. Donc, les forces cosmiques sont tellement grandes quand on entre dans ces temps-là que l'homme, pour être à la mesure de la communication, de l'information, des rapports intelligents avec d'autres niveaux d'intelligence ou de civilisation, l'homme doit être réellement mûr. L'homme doit être réellement très mûr dans sa conscience, c'est-à-dire en arriver à ne plus avoir d'émotion dans le mental, ne plus être fasciné ou fascinant par l'invisible. Tant que l'homme est fascinant par l'invisible, il ne bénéficie pas d'une totale horizontalité, donc il n'est pas entièrement maître de sa conscience mentale. Il vit encore une certaine domination. Il vit encore une certaine magnétisation. Il peut se faire en comprendre dans le jeu de la conscience, dans le jeu de sa pensée. C'est pour ça que l'homme ne peut pas facilement se savoir, donc ne peut pas facilement savoir les autres, parce qu'il n'est pas capable de vivre une objectivité intégrale par rapport à une source d'intelligence qui est nettement plus grande que lui en tant qu'intellect et nettement plus vaste que la sienne en tant que mémoire. Est-ce qu'une personne, on peut dire qu'elle réussit à se démagnétiser quand elle se dégage d'une sorte d'idéologie de l'invisible, ou même, dans certains cas, de modèles qu'elle se fait de gens qui ont pour eux une certaine représentativité de l'invisible? Est-ce qu'une personne a réussi à se dégager de cette espèce de magnétisme dont vous parlez, quand il n'y a plus d'idéologie, puis quand il n'y a plus de modèle de vie face à l'invisible? Ouais. Oui. Ah, oui. Est-ce que ça serait ça? Oui.
un homme là qui serait totalement libre de l'idéologie, de n'importe quelle idéologie, ésotérique, occulte, whatever. Politique, tout. Politique, whatever. Et qui aussi serait libre des modèles humains. On peut dire que cet homme-là aurait une conscience avancée. Avancée. Ouais. C'est pas complet, là. La raison pour laquelle je dis avancée, c'est parce que ça n'a pas de fin de la conscience. Donc, si on parle de conscience avancée, je connais des gens qui ont des consciences avancées. Et ces gens-là sont libres d'idéologie et ils sont libres des modèles humains. Ils sont plus fascinables. Ils ont des consciences avancées. Bon, est-ce que là, il semblerait y avoir quelque chose d'incomplet. Est-ce que vous diriez que à ce moment-là, quand l'individu est libre d'impression qu'il reçoit, est-ce qu'il tant et aussi longtemps qu'il veut créer une idéologie ou être lui-même un modèle, il n'est pas encore parfaitement intégré? Non. Un homme qui veut créer un modèle ou qui veut se manifester à travers une certaine idéologie a une forme quelconque d'orgueil. OK. Mais cet homme-là, automatiquement, ça fait partie de son évolution, ça fait partie de ses illusions, ainsi de suite. Donc, il ne pourra pas bénéficier d'une conscience mentale intégrale. Il va être astralisé quelque part là-dedans. Il a le jeu. c'est vraiment très individuel, le développement de la conscience. C'est très, très individuel, puis c'est très universel à la fois. C'est très individuel dans le sens que ça fait partie de l'évolution de chaque homme, de chaque ego, et c'est très universel dans ce sens que le point final, le but final, la finalité intégrale de ce processus-là, elle est égale pour tous les hommes. De sorte que des hommes ou des hommes qui auraient une conscience horizontale, c'est-à-dire une conscience réellement en fusion, se comprendraient avec très grande facilité. Et plus tu remontes vers la verticalité, bien moins cette conscience-là serait facile. Parce qu'il n'y a plus de réflexion égoïque. C'est l'ego, c'est la réflexion de l'ego qui rend difficile la relation entre les hommes. Et c'est la réflexion égoïque qui rend difficile la compréhension interne de l'homme par rapport à lui-même. Sinon, si c'était différent, l'homme se saurait facilement. Et aussitôt que l'homme se sait, il sait les autres. Parce qu'il n'y a plus de réflexion. Il n'y a plus de danger qu'il sache les autres parce qu'il ne va pas utiliser ce qu'il sait des autres pour son propre pouvoir personnel. Parce qu'il est en dehors de ce qu'on appelle les sciences noires ou les arts noirs ou la magie noire. Une question qui m'est venue à un moment donné, c'est que sur le plan matériel, on est identifié par un nom. On est identifié dans un sens par un titre ou une nationalité. En d'autres termes, on a comme, en dehors seulement de notre corps, on a aussi une sorte de territoire qui est défini par l'adresse, notre numéro d'assurance sociale, notre nom, notre famille, ces choses-là. Est-ce que sur les plans, on est aussi nommé? Est-ce qu'on est titré sur les plans? Si on a une identité, une identification? Si on a une identification oui, sur les plans. Oui. Chaque âme a un numéro. Un numéro. Oui. Mais c'est pas un numéro dans le sens qu'on peut s'imaginer un numéro. Si vous allez sur le plan astral, par exemple, vous regardez une personne, vous allez sur le plan astral, mais vous allez voir que chaque personne a une couronne. Chaque être humain, chaque âme a une couronne. Et ces couronnes-là, sur le plan astral, mais ce sont comme des couronnes sur le plan matériel, seulement ce sont des couronnes astrales. Il y a différentes pierres sur ces couronnes-là, puis les pierres ont différentes fonctions, différentes valeurs d'identification. Et puis, c'est à travers le couronnement de l'âme que les entités ou les aides de service dans ces mondes-là sont capables d'identifier la qualité de l'âme, son service, son évolution, son statut. Donc, le numéro de l'âme est dans la couronne, dans sa couronne. Chaque être humain a une couronne. Chaque âme a une couronne. Quand on voyait des images de saints avec des auréoles, c'était un petit peu symbolique. Ça fait partie du symbole, ça, oui. OK. Bon, maintenant, si on est titré ou identifié sur les plans, comment est-ce possible, parce que ça doit être hiérarchique à ce moment-là, comment est-ce possible de ne pas avoir de modèle? Parce que sur les plans, il doit y avoir des gens qui sont des modèles pour d'autres. Sur le plan astral, il y a des êtres qui sont des modèles pour d'autres, parce que sur le plan astral, les âmes sont en voie d'évolution personnelle. Tandis que sur le plan matériel, à partir du moment où l'homme entre dans une conscience
une conscience supramentale, une conscience supérieure, où il doit vivre la fusion avec l'âme et l'ego, à ce moment-là, l'élément de modèle cesse d'être pour lui important pour la simple raison que la réflexion n'est plus importante. Ce qui fait que les hommes ont besoin de modèles sur la Terre par rapport aux hommes, ou ce qui fait que les âmes ont besoin de modèles par rapport à d'autres âmes sur le plan astral, c'est parce que les âmes ne sont pas arrivées à un niveau d'évolution leur permettant de vivre conjointement la relation avec l'ajusteur de pensée. Si les âmes vivaient conjointement, consciemment la relation avec l'ajusteur de pensée, il n'y aurait pas besoin de modèle. Parce que le besoin d'un modèle réfléchit simplement une certaine impuissance en soi par rapport à une puissance à l'extérieur de nous qu'on veut émuler pour toutes sortes de raisons. Donc le phénomène du modèle ou le phénomène de la projection extérieure, que ce soit au niveau de l'homme dans la matière ou que ce soit au niveau de l'âme sur le plan astral, ça fait partie encore des lois de l'involution. C'est d'ailleurs, ce sont ces modèles-là qui sont très importants au niveau des religions. Dans la religion, par exemple, la Vierge est un modèle, Saint-Joseph c'est un modèle, le Christ est un modèle, les grands saints, ce sont des modèles. Bon, le phénomène du modèle, ça fait partie de l'insuffisance créatrice de l'âme, soit dans l'astral ou soit sur le plan matériel. Si les êtres étaient réellement, si l'âme était en fusion, si l'âme était totalement pénétrée par la lumière du double et que l'ego était totalement en équilibre avec ces deux énergies-là, à ce moment-là, l'homme n'aurait pas besoin de modèle. Modèle de quoi? Vous ne pouvez pas avoir un modèle dans un miroir qui réfléchit pas d'image. Si vous regardez un miroir qui réfléchit de l'image, vous avez du modèle. Vous regardez dans un miroir, il y a une image, là, c'est un modèle de vous-même. Mais si vous regardez dans un miroir et il n'y a pas d'image, il n'y en a plus de modèle. Et ça, c'est ce qui fait partie de l'évolution de l'homme, de la conscience de l'homme. Il viendra un jour où l'homme ne pourra plus vivre par rapport à des modèles psychologiques ou par rapport à des modèles psychiques, parce qu'il n'y aura plus de réflexion dans sa conscience. À ce moment-là, il aura atteint un niveau d'individualisation intégrale. Même dans la lumière, il n'y a pas de... Il y a des hiérarchies. Ouais, mais c'est ça. Il y a des hiérarchies, mais il n'y a plus de modèle. Il n'y a plus de modèle. Non. Le phénomène du modèle, autrement dit, si je l'explique d'une autre façon, vivre par rapport à un modèle, que ce soit intérieurement ou extérieurement, c'est démontrer sur le fait, instantanément, qu'on n'est pas dans la pleine mesure de soi. Si l'homme était dans la pleine mesure de soi, il n'aurait plus besoin de modèle. Pourquoi l'ego a tant besoin de modèles? Parce que l'ego n'est pas capable de supporter son infinité. C'est ça qui fait que l'ego a besoin de modèles. Si l'ego était capable de supporter son infinité, il n'en aura pas besoin. Et pour que l'ego supporte son infinité, il faut qu'il soit capable de supporter l'infinité de sa conscience. Pour qu'il supporte l'infinité de sa conscience, il faut qu'il puisse supporter la proximité extraordinaire avec son double, sa source, qui est en soi une infinité absolue. Alors, à partir du moment où il commence à venir en contact, soit intuitif ou télépathique avec cette source-là, il vit la brisure, la fragmentation du processus réflectif. C'est ça qui crée sa souffrance. C'est ça qui crée le doute. Sinon, il n'y aura pas de doute, il n'y aura pas de souffrance. Puis celui qui est le modèle, est-ce que ça veut dire qu'il contient l'infinité de tous ceux qui sont, je dirais entre guillemets, à sa remorque? Celui qui est le modèle? Celui qui est le modèle, là. Celui qui est le modèle représente les illusions de tous ceux pour qui il est le modèle. Ouais, est-ce qu'il contient l'infinité des autres? Non. Il représente simplement l'illusion de tous ceux qui ont pour lui une perception modélique. Il représente une illusion. Oui. Il est, dans un sens, comme une réflexion vivante. Il est une réflexion vivante de leur impuissance à travers de l'imagination astrale de leur inconscient. Donc, une personne qui a un modèle politique, un modèle social quelconque, ou un modèle idéologique quelconque... il réfléchit toujours son impuissance. Oui, mais la personne qui est modèle sans le vouloir, là, disons, qui devient modèle pour quelqu'un, là, disons, quelqu'un, je sais pas, un enfant qui regarde son père, puis... Ça fait partie de son inconscient. Ouais, c'est normal, c'est un beau modèle, c'est un bon modèle, c'est un modèle qui est utile. Il va essayer d'émuler son père, mais un jour, il va être obligé de simuler lui-même.
Le phénomène du modèle sur la Terre, surtout aujourd'hui, ça devient très, très populaire, là. Dans l'industrie du cinéma, par exemple. Les stars, ce que vous appelez les stars. Ouais. Bon, les stars. Il y en a qui brillent, il y en a qui brillent un petit peu moins. Tu sais, bon. L'astral de la planète aujourd'hui, l'astral de la Terre aujourd'hui est extrêmement vibrant à ce niveau-là. Madonna, je sais que je ne connais pas toutes, moi, vous les connaissez plus que moi. Prenez juste les sportifs, c'est déjà... ouais, les sportifs, tout ça, là. Baseball, hockey, bon, ces choses-là. Bon. Alors ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de l'inconscience de l'homme, c'est très fort. Puis l'homme aujourd'hui a une vie très difficile, l'homme est dans la survie, l'homme a besoin de relaxer, l'homme a besoin d'être entertainé. Mais à cause de son inconscience, de son insécurité psychologique, de son insécurité égoïque, qui conséquemment lui enlève le pouvoir créatif intégral de sa propre conscience, ben, il sait qu'il ne pourra pas atteindre ces sommets-là, donc ces gens-là deviennent pour lui des modèles. Des sources de des sources d'émotivité, puis tu as toute la grosse finance derrière ça, puis tu as toute la grosse... Il y a bien des affaires là, ça. C'est une grosse machine. Bon. Une grosse business. Mais la personne qui est modèle, elle n'a aucune forme de connexion, même psychique, avec celui qui est le fan de ça. La personne qui est modèle, qui est inconsciente. Ouais. Bon, la personne qui est inconsciente, puis qui est modèle, puis qui sait qu'il est modèle pour tous ces gens-là, ben, elle va utiliser leur fascination, puis elle va maintenir ça. Fait qu'elle va avoir des fan clubs, puis toutes sortes de choses. Mais occultement, ça fait quoi, ça? Occultement, ça maintient des liens astraux entre l'humanité et le plan astral. Puis c'est ça qui crée l'égrégore astral de la Terre. Puis c'est ça qui crée la pollution qu'on vit aujourd'hui. Puis c'est ça qui crée la pollution de la pensée aujourd'hui. Puis c'est ça qui fait que les hommes, de plus en plus on avance dans le temps, plus on est ignorant, dans le sens que plus on perd notre individualité. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Hero worship. Puis ça, les deux éléments sont victimes de cette situation-là. Les deux éléments sont victimes parce que pour ces êtres-là qui, inconsciemment, évolutivement, doivent supporter le rôle de modèle, mais eux autres aussi, sauf parce qu'ils ne peuvent plus sortir. Ils ont besoin des bodyguards. Ils sont plus capables d'aller chez McDonald's. Ils peuvent plus, leur vie... J'étais en France dernièrement, puis le Madonna était là, à Cannes. Là. Puis ils n'ont plus de vie, ces gens-là. Fait que ça, c'est le prix qu'ils payent pour être des modèles. Fait que y en a qui sont un petit peu plus smart. Ils sortirent, comme comment est-ce qu'il s'appelle celui qui avait fait le film là. Marlon Brando? Non, parle-moi pas de Marlon Brando. C'était malade. Redford. Bon, lui, il vit dans l'Utah, puis il est bertiré, puis il a ses chevaux, puis Hollywood, il va là faire ses films. Fait qu'il y en a. Celui qui a fait le grec, là. Anthony Quinn? Anthony Quinn. Bon, ça, ces gens-là, je les admire, ces gens-là, pour avoir réussi à voir clair. Mais le reste, c'est difficile. Bon, donc si on ne donne pas confiance dans un modèle, ça c'est l'aspect peut-être spirituel ou occulte. Bon, je vous donne un exemple là, pour trancher ça clair, cette affaire-là. Bon. Ouais. Ceux qui ont un certain âge, là, qui ont connu la période d'Elvis Presley puis des Beatles. Ceux qui ont été jeunes là, dans ce temps-là. Rappelez-vous comment est-ce que c'était difficile de pas embarquer dans la Beatlemania. Comment c'était difficile. Oui, c'était très difficile. Ouais. Fallait un bon centre de gravité. Il fallait avoir un bon centre de gravité. Ouais. Fait que si on se dégage... C'était neuf dans ce temps-là. Ouais. Là. Ça dit que... Pas embarquer. Bénéficier de la musique, whatever. Mais pas embarquer là, dans toute la... Fallait le faire. Parce qu'il fallait être in. Les jeunes aujourd'hui veulent être in. Mais le in où il se trouve, c'est réellement le out. Puis il le réalise au cours de certaines années. Fait que c'est très difficile. Ça prend un centre de gravité, ça prend une bonne éducation, ça prend des parents intelligents qui sont capables de réellement aligner leurs enfants. Puis ça veut pas dire là, pas leur faire écouter de la musique de métal, whatever, là.
mais développer leur sensibilité, et les amener vers le beau, leur faire sentir le beau pour qu'ils puissent par eux-mêmes voir les différences, les nuances dans la musique, les nuances dans les films, les nuances dans les arts, les nuances dans le vêtement, et ainsi de suite. Je vous remercie beaucoup, Bernard de Montréal.